Bonjour chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, moi c'est Angèle Ramazani, votre host, et à Cité des Anges. Nayambi Lelo na plateau Papa Mbango qui nous a parlé de la conjoncture congolaise. Il nous a expliqué des Congolais, des comportements affichés entre les Congolais et puis des causes envers les étrangers. Il a parlé de la politique, il a parlé de tout et de rien. Donc, à expliquer puis ce que vous comprendre. Donc, je vais vous supplier de suivre et on se revoit à plus tard. Bonjour, comme je vous avais dit à l'introduction, moi c'est Angèle Ramazani. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Papa Mbango et Maman Mbango qui vont nous parler de la conjoncture congolaise. Suivez. Bonjour Papa Mbango. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous donner votre nom? Je suis Papa Mbango comme on est habitué à me l'appeler. Ça c'est Maman Mbango, mon épouse. Nous venons du Congo. J'étais à l'enseignement primaire et secondaire, à l'éducation nationale d'abord. J'ai travaillé toute ma vie, je n'ai fait que ça. Et arrivé ici, j'ai commencé à travailler avec les gens de Harvard University comme expert en matière d'éducation internationale. Je voulais faire très longtemps. Mon épouse m'a suivi après. Et puis après, il a étudié les choses pour ce qu'on peut bien appeler chez nous les assistants des malades mentaux, des malades faibles, des malades incapables, des malades, etc. C'est ce qu'il faut comme métier. Il y a longtemps que je suis aux États-Unis. D'ailleurs, pour le moment, je suis retraité des États-Unis aussi. Je suis en train d'évoluer comme on est devenu là. Nous sommes très attentifs aux problèmes congolais. C'est pour cela que ce soir, nous allons un peu en parler pour voir de quoi il s'agit pour nous qui sommes en diaspora congolaise et pour ceux qui sont au Congo. Qu'est-ce que la conjoncture? Vous savez que la meilleure des choses dans tout parler, c'est commencer par définir ce qu'on veut faire. La conjoncture signifie seulement une certaine situation, une façon de vivre, d'agir par un individu, dans une famille, dans un village, même dans un pays. Quand nous parlons de conjoncture congolaise, maintenant, c'est de savoir comment les Congolais vivent maintenant. Comment les Congolais sont maintenant en train d'agir. C'est ce que ça veut dire la conjoncture congolaise. Papa Mbango, parle-nous un peu de la conjoncture, donc la façon de vivre des Congolais. Les Congolais maintenant, il faut partager en deux les façons de vivre. Les Congolais entre eux et les Congolais avec les étrangers. Alors, s'il faut commencer par les Congolais entre eux, il faut voir que nous vivons maintenant, ma femme et moi. Moi, ma femme et mes deux enfants. Nous vivons entre nous. Nous, avec la communauté congolaise. Et c'était ça. Mais ce que j'ai constaté depuis un certain temps est que ça, c'est la morale de la jeunesse, que les Congolais entre eux vivent avec un mépris mutuel. Je sais que ça commence comme un petit jeu d'enfance. Petit à petit, ça devient une injure. Petit à petit, ça devient un acte politique. Les gens se composent en conséquence. Quand on commence à dire à mon Congo, des choses comme ça, des choses là, ce sont des petites choses, mais ça devient grave. Or, les Congolais actuellement, pour la plupart, ils ne sont ni Baluba, ni Bangala, ni Bakom, n'importe quoi. Parce que les Congolais qui vivent à Kinshasa, ils ne sont pas des Baluba. Mes enfants, je leur ai toujours dit, ce sont des enfants nés par les Moulouba, mais ces enfants-là ne sont pas Baluba. Parce qu'être Moulouba, c'est d'abord le caractère Moulouba. Le caractère Moulouba, c'est quoi? C'est d'abord la langue. Le caractère Moulouba, c'est quoi? C'est la façon de vivre. Le caractère Moulouba, c'est la façon de manger. Le caractère Moulouba, c'est la façon de recevoir les autres. Tout ça. Il en est de même pour le Mungala. Mungala de Kinshasa, soi-disant, il n'est pas Mungala, il est Kinois. Parce qu'à Kinshasa, si on prend un garçon dont les parents sont originaires de Mbandaka, on le met en Mbandaka, on le met en doute. On n'accepte pas qu'il est Mungala. Même s'il parle, je ne sais pas quelle sorte de Lingala, il n'est pas Mungala du tout. Il en est de même pour les Bakongo, il en est même pour les Swahiliphones. Quand vous allez à Lubumbashi, tous les Swahiliphones, pour la plupart des Swahiliphones qui sont là-bas, n'ont pas des parents originaires du Shaba, mais ils ont des parents originaires ailleurs. Mais ils ont un caractère de Shaba. Ce caractère de Shaba, c'est fait de la personnalité de Shaba. Tu vois? Alors maintenant, ils continuent toujours, les Congolais, les jeunes Congolais, à vivre avec accent mis sur la vie antérieure de ses parents. Alors que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai non plus. Donc, c'est pour que je dis que les Congolais vivent avec certains mépris. Ça commence par la jeunesse, des petites techneries. Après les techneries, ça devient maintenant monnaie courante. Dans la cité, on en parle. Après la cité, ça devient affaire sociale. Après la société, ça devient une politique. Ça devient une politique. Quand on dit, bah, on a voté mon Congo, on ne le va jamais. Tout ça là. Alors qu'à Kinshasa, il n'y a pas de Baluba. Il n'y a pas de Baluba à Kinshasa, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Bangala. Il n'y a que seulement les Quinois qui ont le caractère quinois, qui agissent comme les Quinois. Comme les Luchois appellent les Quinois de voyous. Les Kassaïens appellent les Luchois les grands enfants. Tu vois, des choses comme ça. Les Kisangani, ce sont des rebelles à jamais. Tu vois, des choses là, c'est entre la jeunesse, mais ça reste comme ça. C'est ça la façon de vivre les Congolais. Les Congolais n'ont pas encore incarné en eux la façon de vivre mutuellement excellente, la façon de vivre s'entendre, de vivre c'était ça. Bon, la Kinshasa, papa, les gens bon, tous les banini, batoubi belé. Bon, on a monaka, ce que vous avez mouluba, papa, même si ça va louba, va l'ingarate. Bana bango baluba na bato ekolo mosusu to mongala o bana na mukongo to nini nayebi te pourquoi eza bongo est ce que explique biso mpo nini ezalaka bongo parent moko amoni to ayoki ke mwana na bango baza copain copine na fille mosusu to moto mosusu ya ekolo mosusu basepelaka te balingaka te mpo na ngai toza biso nyonso bacongolais ndenge baparents mosusu bazotraite bana na bango bongo to bazolakisa bango bongo nayebi te bazokabola biso mpo nga nayebi biso nyonso oza bacongolais est ce que okoexplike biso eloko nini? Non, le problème n'est pas là. Moi j'ai dit que ça c'est un préjugé. Préjugé c'est quoi? C'est une idée qu'on a préconçue, qu'on croit que c'est une réalité. Mais quand vous allez dans des rues de Kinshasa, bon, famille par famille, vous n'allez pas trouver que les familles qui sont mariées toujours dans le même contexte familial, c'est-à-dire les Kassaïens entre eux, les Bakongo entre eux, tout ça. Non, c'est faux. Je sais, le mariage, c'est une affaire qu'il faut apprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Mukongo, au Bas-Zaïre là-bas, il a appris à ses enfants comment vivre. C'est-à-dire comment grandir. Quand tu grandis, quand tu te maries, comment, etc. Et normalement, les gens sont en train d'exagérer parce que la plupart des Baluba qui sont à Kinshasa ou des Bangala qui sont à Kinshasa ont commencé leur vie ailleurs. Disons par exemple des Baluba au Kasaï, des Bakongo au Bakongo, des Bangala au Boss, etc. Bon, quand ils arrivent à Kinshasa, c'est normal qu'il vive avec sa femme de là où il était. On rencontre la femme ou l'homme dans le milieu où l'on vivait. Moi je vis au Chaba. Bon, je ne peux pas avoir une autre femme que celle qui vit au Chaba. Moi j'ai vu au Kivu, je ne peux pas rencontrer une femme qui vit au Kivu. Mais si par hasard, les services, le travail, la compagnie m'envoient maintenant à Kinshasa, j'arrive avec cette femme de Kivu. Je connais beaucoup à Kinshasa qui sont d'origine kassaïenne, qui ont amené les femmes de Chaba, qui ont amené de Kivu, qui ont amené de Kisangani, etc. Mais était toujours, les gens pensent que ces gens-là sont mariés ainsi, on n'ose même pas demander, mais là c'est de qui? Il est d'où de cette femme-là? Je connais beaucoup de familles. Mais la jeunesse est en train toujours, parce qu'entre la jeunesse, on a toujours tenté à badiner. Le badinage devient maintenant, plus ceux qui badinent grandissent, plus le badinage devient une réalité sociale. Plus ça devient une réalité sociale, ça peut agir. Mais je vous dis que les Quinois se marient entre Quinois. J'aimerais moi qu'on enlève les fausses notions des Baluba là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on a vu, par exemple, dans la politique Tshisekedi, tout le monde qui a comme Tshisekedi, je viens de voir même sur l'internet, la plupart qui sont dans des sélections de Baluba. Mais tout ce qui a politique, c'est là. À Kinshasa, il n'y a pas trop de Baluba. Hein? Tout ce qui a politique, ce sont de qui? Ce ne sont pas de Baluba. Mais les gens ont seulement des préjugés. Ils savent croire que non, il est comme ça parce qu'il est Baluba. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je pense et je repense, moi, jusqu'à la preuve du contraire, à Kin, à Lubumbashi, au Kivu, Kisangani, Mbandaka, les enfants se marient entre eux parce qu'ils sont rencontrés. Mais un enfant qui vient à Kinshasa ne va pas se marier à une fille de Kassai, c'est impossible. Et un enfant qui vient à Lubumbashi ne va pas aller à l'Équateur pour se marier, c'est impossible. Hein? Et la plupart des gens qui étaient par exemple en mutation, mais la plupart des communes de l'État étaient de Kassai. Et la plupart des infirmiers étaient de Batete là.
Et la plupart des techniciens, opérateurs qui faisaient des TZF dans le temps, c'était du Bas-Congo. Et ces gens-là rares qui se sont déplacés, se sont déplacés avec leurs familles. Et avec leurs familles, ils ont des enfants. Avec les enfants qui deviennent grands, ils se marient là où ils sont. Ceux qui disent que les Maloba, c'est faux. Je sais que la société dite Moulouba, c'est une société fermée. Il n'y a pas la place pour un individu d'agir. Le Moulouba, tout est prévu depuis la vie à la mort. On te dit ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on appelle la culture. On te dit comment te marier. On te dit comment si tu te promènes, comment boire. On te dit comment manger. On te dit comment recevoir les étrangers. On te dit tout est dit. Il n'y a pas un individu qui invente sa façon de vivre. Non. C'est ça qu'on appelle la culture. Et je pense que dans beaucoup de tribus congolais, c'est comme ça. Mais le Quinois invente. Le Quinois est en train d'inventer. Comment faire ceci, comment faire cela, comment manger, comment boire. Mais vous savez, ceux qui ne mangent pas de chikwang, ils mangent maintenant des chikwang. Ceux qui ne mangent pas de fumu, commencent à manger de fumu. Alors tout ça, c'est des choses qu'on invente à Kinshasa. Pourquoi? Parce que beaucoup de tribus se sont rencontrées avec beaucoup de cultures. Et les cultures se font la guerre aussi. Ça, vous devez savoir. Si par exemple, comme j'apprends à Kinshasa, mais oui, mais si la culture et l'autre qui a rencontré l'autre se font la guerre, laquelle va dominer? Eh bien, si vous n'êtes pas nombreux, on vous domine. C'est qu'il y a maintenant, par exemple, quand nous vivons dans notre politique congolaise, il y a 35% de la population congolaise et Moulouba. Et quand je dis Moulouba, attention, il faut associer les gens de Bandundu du Bas-Zaïre. Parce que compte tenu des intérêts que le Moulouba est en train de combattre, le Bas-Congo se cache. Le Moulouba est Moulouba. Le Bandundu est Moulouba. Les Bandundu disent chez eux, Moulouba Mouy, mon père Mouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes les enfants d'une même femme. Tu vois, c'est comme ça qu'ils disent les gens de Bandundu. Donc, le Mongala se nomme le Mongo. Le Mongo, c'est 45% de la population congolaise. Le Mongo est dans chaque province. Le Mongo, là, en Mongo. C'est pour cela que le Mumba va gagner. Alors, maintenant, parce que le Mongo est nombreux, s'il faut de la démocratie, il faut que les Mongo soient les chefs, soient élus. Parce que surtout, ils sont nombreux. Mais les Mamons ne sont pas organisés. Les Mamons, c'est ce que vous appelez les Bangals. Ah, c'est ce que vous appelez les Bangals. Mais ils ne sont pas organisés pour arriver là. Donc, la seule tribu qui peut prendre le pouvoir au Congo, ce soit les Bamong, soit les Baluba, parce qu'ils sont les plus nombreux. S'ils composent 80% de la majorité. Quand vous avez les limitrophes là-bas, les limitrophes, c'est-à-dire, entendez les Banzombo, tu vois, le mot Congo très strict. Il a organisé des ça, ce sont les Bas-Congo. Du Congo, c'est tous les Bas-Congo de l'Angola, ils ne sont pas les Bas-Congo, on les appelle les Bas-Hommes. Mais quand nous allons maintenant vers l'Équateur, c'est là où il y a tous les passoires. Les gens qui viennent du Centrafrique rentrent facilement, les Lungana, les Kisangani rentrent facilement, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Et tous ces problèmes sont basés sur le préjugé. Papa, vous venez nous expliquer comment les Congolais peuvent se comporter entre eux. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer comment les Congolais peuvent se comporter envers les étrangers? Il y a bien longtemps, le Congo, c'est un pays qui existe 3000 ans avant Jésus-Christ. Actuellement, les gens pensent que le Congo, c'est un pays qui vient soit après conférence de Berlin ou avec la colonisation belge. Non, la colonisation belge, c'est 1908. Il y a longtemps que le Congo, nous existons. Donc, les étrangers étaient toujours chez nous. Nous sommes un pays qui reçoit bien les étrangers, qui l'accueille très bien. La preuve aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui ont grandi chez nous, comme Kengombon par exemple. C'est un étranger, il a vécu avec nous, nous avons bien embrassé sa propre comme Michel Bimana, il a été chez nous, il a grandi, il a étudié chez nous, il a terminé chez nous, travaillé chez nous, sans problème, nous sommes toujours comme ça. Et entre autres, les Bazombo dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont vécu au Bas-Zaïre comme les Congolais. Les Congolais, c'est un peuple assez accueillant. Mais malheureusement, il s'avère qu'actuellement, le Congolais, le pays Congo est pris en otage par les étrangers. C'est-à-dire que les étrangers sont devenus maîtres du Congo. À telle enseigne que les enfants congolais n'ont pas la place que leurs ancêtres leur ont laissée. Aujourd'hui, quand on parle des Congolais, moi j'ai toujours dit, les Congolais dont on parle ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers. Je disais à Harvard, lors d'une conférence, que par exemple, si on dit que l'Afrique a échoué, c'est faux. C'est l'Occident qui a échoué. Parce que l'Afrique
ne parle pas en son nom. L'Afrique ne fait pas tout en son nom. Il y a des étrangers qui parlent au nom de la Belgique. Et regarde, pour enlever Mobutu, il a fallu que les États-Unis envoient quelqu'un d'ici pour aller acter sur là. Et pour faire n'importe quoi au Congo, il faut passer par la Belgique. Et souvent, les Congolais, quand ils parlent de les triokas, c'est comme s'ils n'ont pas le droit de dire quelque chose. Vous voyez? Donc, les jeunes gens que vous êtes, vous allez vivre comme ça, et c'est une sorte de colonisation indigène. Les indigènes de notre État sont en train de vous coloniser. Vous avez maintenant une équipe au pouvoir, bon, que les Congolais doutent. Le problème du pouvoir, c'est quoi? Tout le monde peut prendre le pouvoir. Mais quand on prête serment à un drapeau national, vous devez servir ce drapeau-là. Le problème de l'équipe au pouvoir au Congo est qu'ils ne servent pas le Congo. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui sont maintenant aussi. Est-ce que pensez-vous qu'il y aura un jour pour les Congolais ou les Congos, est-ce qu'ils auront un mot à dire pour leur pays un jour? Les Occidentaux ne sont pas mauvais. Les Occidentaux tiennent à ce qu'ils appellent les intérêts économiques. L'Afrique ou le Congo, nous avons des matières premières dont les Occidentaux ont besoin. Vous voyez les caméras. Pour avoir des caméras, il faut passer par le Congo. À ramasser le coltan et puis utiliser le coltan. Les Congolais ne savent pas comment utiliser ce coltan dans les caméras. Les Congolais ne savent pas comment utiliser le... Quand moi je roule dans la voiture ici, je pense à Colosie. Moi, les gens qui produisent ces métaux n'ont pas l'occasion de marcher dans des voitures. Mais nous, du moins, en tant que Congolais, nous sommes en train d'en profiter. Parce que ce sont nos ancêtres qui extraient tous ces minéraux de cuivre, de fer et de consorts. Et nous, nous en profitons ici. Vous voyez, ce sont des choses. Bon, quand les étrangers arrivent, ils ont besoin de voir les gens capables de collaborer avec eux, de produire, de le vendre et de faire des choses. Mais, entre les deux bouts, il y a maintenant une contradiction. Contradiction qui consiste à quoi? Prendre gratuitement les matières premières ou voler les matières premières et puis après aller avec. C'est comme maintenant au Rwanda. Au Rwanda est en train de vendre toutes les matières congolaises aux étrangers, comme si c'était à lui. Alors, les enfants congolais, maintenant, n'en profitent pas. Et maintenant, l'honneur du Rwanda devient de plus en plus grand parce que le Rwanda est en train de leur donner des choses dont ils ont besoin, qui ne leur appartiennent même pas. Et maintenant, même ceux qui disent, comprenez-vous, vous êtes tous les mêmes, vous vous entendez, tout ça. Oui, mais nous pouvons nous entendre, nous sommes toujours entendus. Mais le problème maintenant est que l'étranger qui vit au Congo a pris en otage l'État congolais. Les enfants congolais que vous êtes, vous n'avez pas le droit. C'est ça le problème, parce que les autres en ont. Sur votre sol. C'est ce qui est drôle. Alors, Papa Mbango, on a bien compris tout ce que vous venez de dire. Alors, papa, pouvez-vous nous expliquer comment rétablir cette souveraineté? Mais c'est très facile. Quand on parle de souveraineté, on veut dire le pouvoir. Le pouvoir ou l'autorité. Par là, nous voulons dire que dans ce pays-là, le pouvoir appartient à qui? Au Congo, le pouvoir appartient au peuple congolais. Comme le pouvoir appartient au peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté ou le pouvoir congolais est pris en otage par les étrangers, il faut le rétablir. C'est-à-dire retourner l'autorité aux fils et filles du Congo. C'est très simple. C'est très simple. Je pense que dans le monde entier, les étrangers, quels qu'ils soient, américains, belges, français ou consorts, ils aiment traiter avec les Congolais pour le problème congolais. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous voulez nous faire comprendre que si tu n'es pas congolais, tu ne peux pas être un président? Parce que tous les pays du monde ont leur manière de se développer. Développer, c'est-à-dire satisfaire les besoins du peuple. Se développer, il y en a qui parlent de développement comme s'ils veulent dire civilisation. Non. Pardon, comme s'ils veulent dire aller en avant. Non. C'est-à-dire satisfaire les besoins du peuple. Vous savez, satisfaire les besoins du peuple. Bon, vous avez besoin du pain à manger, il faut que tu le trouves. Vous avez besoin d'un rasoir, il faut que tu le trouves. Vous avez des chaussures, il faut que tu le trouves. Un pays qui trouve des biens comme ça pour satisfaire les besoins de ses individus, de ses citoyens, c'est un pays développé. L'Amérique, vous voulez avoir une voiture, vous l'avez. Bon, vous voulez aller dans un bel hôpital, vous l'avez. C'est ça, un pays développé. C'est-à-dire satisfaire les besoins du peuple. Donc, il faut maintenant savoir qu'il y a des instances qui doivent travailler pour satisfaire ces besoins du peuple. Par exemple, l'administration publique. L'administration publique dans le monde entier travaille pour satisfaire les besoins du peuple.
il faut que les enfants étudient, il faut que le peuple soit hospitalisé, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils aient des médicaments, toutes ces choses-là, ils doivent l'avoir. Mais le problème des Congolais, comme ils ne sont pas représentés dans l'exercice de pouvoir, mais c'est difficile d'avoir toutes ces choses-là. On ne paye pas les gens de l'association publique, on ne soigne pas les gens comme il faut, les gens meurent du jour au jour, à petit feu, sans le savoir. Or, nous avons des instances qui donnent et de l'argent et des moyens pour arriver à résoudre les problèmes du peuple. Par exemple, à la Banque mondiale, vous ne trouverez pas un Congolais. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Or, ce sont des sources d'argent. Vous voyez? Vous allez par exemple à l'ONU, vous ne trouvez pas le Congolais à l'échelle de décision. Ce sont des étrangers qui représentent les Congolais là-bas. Alors, maintenant, quand vous n'avez que des étrangers que vous représentez, ils vous représentent conformément à leur volonté. Et vous n'avez pas le moyen de dire ce que vous manquez ou ce que vous voulez. C'est ce qui est drôle. Donc maintenant, tout ça, c'est ce que nous disons, l'otage d'un peuple. Le peuple congolais est un otage. Parce que maintenant, le peuple congolais ne fait pas ce qu'il doit faire. Imaginez-vous, quand il y a eu Nyiragongo, qui a craché à Goma, les Congolais sont partis de la maison, ils sont allés au Rwanda, parce que Nyiragongo, c'est presque la frontière avec Goma, avec Kiseni de Rwanda. Le même jour, on a chassé les Congolais pour rentrer de nouveau au Congo. C'est-à-dire qu'on ne badine pas avec la souveraineté. Les Congolais badinent un peu trop avec la souveraineté. Ils disent n'importe quoi. C'est ça le malheur. La souveraineté, on ne badine pas. Quand vous badinez, vous mettez en péril la vie de tout un peuple. C'est le problème que nous avons maintenant. C'est le problème que nous avons maintenant. Nous avons joué, nous avons ri un peu, maintenant nous sommes là. Nous sommes malheureux. On nous a pris le pays. Quelles sont les pistes des solutions pour établir cette souveraineté? Vous savez que, personnellement, j'avais jugé l'avènement de Petit Kabila au pouvoir comme une solution éventuelle à notre pays. Pourquoi? Parce que beaucoup de Congolais que nous étions, nous avons subi trop la colonisation belge. Le Kabila n'a pas connu la colonisation belge. C'est un garçon libre. Mais s'il avait eu la bonne mentalité d'aider vraiment la République comme il avait juré, je pense que nous en serons sortis. Il faut même le féliciter encore maintenant parce que comme il vient de mettre sur pied les élections, c'est déjà une solution. Parce que pour remettre la souveraineté aux Congolais, ça doit passer par les élections. Parce que chaque Congolais peut se dire chef, mais il faut quand même que l'ensemble des Congolais décident qui est notre chef. Mais il faut féliciter le gouvernement qui a organisé ces élections. Ça, il faut le féliciter. Même qu'on dise qu'il est étranger, qu'il est tout ça. Non, il faut le féliciter. Parce que pour remettre la souveraineté au peuple congolais, il faut passer par des urnes. Et dans ces urnes, il faut que le choisi soit congolais. Le problème, c'est celui-là. Je vois beaucoup de gens maintenant en train de discuter, oh, il y a ceci, ça, il y a celui-là. Non, il n'y a pas question de celui-là, celui-ci. Il est question des Congolais. Parce que nous voulons remettre la souveraineté des Congolais aux Congolais. Qu'il y ait une femme, qu'il y ait un homme capable de faire quelque chose, ok, qu'il soit Congolais. C'est ça le problème qu'il y a là. Alors, si on fait les choses comme ça, ça serait très bien. Et puis, maintenant, les gens qui doivent représenter le Congo, un ambassadeur, nous avons combien d'ambassadeurs des pays étrangers qui nous représentent? Vous pensez qu'ils nous représentent vraiment? Alors, ces gens-là, il faut aussi mettre les Congolais dans ces postes-là pour représenter réellement le Congo. De sorte que, depuis le Congo et à l'étranger, qu'on parle le même langage. Le courant va passer. Vous venez de féliciter le gouvernement d'avoir organisé des élections. Et croyez-vous que le même gouvernement va accepter la défaite? Ben, organiser les élections, ce n'est pas, même si je félicite, la volonté du gouvernement. C'est la volonté du peuple qui s'était prononcée par la Constitution en disant que chaque fois, les 4 ans passés, il faut qu'on demande au peuple qu'est-ce qu'il veut maintenant pour avoir comme dirigeant de ce même peuple. Et c'est pour cela que tout gouvernement qui se respecte est obligé et tient à l'honneur d'organiser des élections pour se mettre en question vis-à-vis des autres. Alors, on le félicite parce qu'il a exécuté la Constitution de la République. Mais est-il toujours, si il leur a été donné l'occasion de ne pas le faire, il ne le ferait pas. Mais la Constitution lui dit, il faut le faire.
Et il doit le faire. Bon, alors, tout gouvernement qui organise des élections, dans une démocratie, un homme et une fois, il faut savoir que je peux gagner comme je peux perdre. C'est sympathique, c'est normal. Bon, s'ils perdent, ils ont perdu. S'ils ont gagné, ils ont gagné. Mais le malheur est que si par hasard, le grand nombre de peuples ne fait pas de vous, ça devient notre problème. Ça peut créer aussi des émeutes, des troubles, des conflits. Ça peut créer beaucoup de choses. Bon, je pense qu'ils seront obligés, comme ils étaient obligés à organiser, ils sont aussi obligés à accepter. Je pense que ce n'est pas un problème. Dites-nous un peu, quelle est votre vision sur les élections? Ah, les élections congolaises, s'il faut le voir, telles qu'elles sont faites aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle en général le vice de forme. Vous avez entendu, nous qui vivons dans les pays d'automobiles, on rappelle des véhicules mal conçus. Vous avez entendu des éléments avec les freins de Toyota. Il y a eu des Honda a rappelé des choses. Dernièrement, j'ai entendu c'était Honda. Honda a rappelé des voitures qui ont vice de forme. C'est-à-dire, il y a une faute dans la conception ou dans la mise au point. Donc maintenant, dans notre démocratie, la démocratie congolaise est pour les Congolais. Ce n'est pas pour les étrangers. Les Belges étaient avec nous, ils étaient trop forts. Je n'ai pas vu un Belge qui était candidat ou qui est entré là-bas. L'administration belge, tout le monde s'est mis à l'écart. Jusqu'à tel que Lumumba a gagné les élections en 60. Lumumba était ennemi des Belges. On n'a pas vu un Belge qui s'est mis là pour dire que moi je suis aussi candidat. Non. Donc il y a une vice de forme qui fait que les étrangers sont aussi mêlés aux Congolais pour discuter du pouvoir congolais. Nous voulons mettre fin à l'anarchie. Maintenant l'anarchie, nous la préparons. Nous continuons avec l'anarchie. Où est-ce que nous allons? Ce sont des erreurs de préparation. Ce n'est pas normal. Il ne fallait pas dans ces élections tu mettre des gens comme Kamere, qui a habité chez nous, étudié chez nous, au lieu de nous féliciter. Il veut maintenant prendre son pouvoir. Comme Ken, même le président Kabila. Kabila, il est entré chez nous comme militaire. Et il a pris le pouvoir comme militaire. Bon, maintenant, quand on doit choisir, il faut nettoyer la cour avant les élections. Celui qui aurait nettoyé la cour, c'est CNI, Commission nationale indépendante là, pour les élections. Mais il a confondu tout le monde. Encore une fois, il y a une liste de formes. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, il y a un procès à Kinshasa. Il y a un monsieur congolais qui habite à Bruxelles, qui a présenté sa candidature. On a dit qu'il n'est pas congolais. Il est en train de faire des bruits à Kinshasa. Il est allé avant-hier au parquet avec son groupe pour dire que non, moi je suis congolais, mais comment on m'a enlevé. Mais je pense que dans sa tête, il est en train de se demander mais pourquoi on a laissé Kamere, pourquoi on a laissé Kabila? Et pardon, Kengo. Parce que beaucoup de gens, Kabila, c'est Méli-Mélo. On ne voit pas très clair avec son problème. Bon, alors, les deux là sont visés maintenant. Et le monsieur au parquet est en train de préparer ce problème. D'ailleurs, dans les années 85-86, il y avait Office national d'identification des citoyens. Le président Djili était procureur de la République, qui travaille avec Kengo. Kengo était Premier ministre. Mais Djili a refusé de signer la fiche d'identification de Kengo. Et il est allé demander à Mobutu, qui lui dit, monsieur le président, qu'est-ce que je vais faire avec Kengo? Parce que maintenant, nous allons livrer les cartes pour citoyens aux Congolais. Mais Kengo n'est pas Congolais. C'est notre enfant que nous avons hébergé chez nous, à Djili Mongala. Bon, Mobutu lui a dit, écoutez, fais ce que dit la loi. Tu vois comment, comme politicien, Mobutu était fort, hein? Fais ce que dit la loi. Bon, Djili a rentré dans son bureau, il appelle son staff, il dit, écoute, j'ai demandé au président pour cette fiche, je ne signe pas la fiche, je le fais rien, mais la plus simple des solutions pour moi, je démissionne. Il a démissionné. Kengo, Premier ministre, l'a supprimé l'office. Je me demande alors, est-ce que Kengo a déjà eu cette carte-là? Je me demande alors, maintenant, est-ce que même Kamere, est-ce qu'ils ont déjà eu ces papiers-là? Pour dire que nous sommes naturalisés sur le Congolais. C'est ce que j'appelle le vice d'effort. C'est ce que j'appelle le vice d'effort. Je pense qu'avec ça, bon, on n'en peut rien. Ce qu'on dit, la force de parfois dominer des choses. Nous sommes devant une force, face à une faiblesse. Bon, on va laisser aller comme ça, on verra ce que le peuple dira aussi. Croyez-vous que d'autres candidats
auront la chance de passer à ces élections, aussi longtemps que Ngoï Mulunda c'était un adepte du président en place. Mais comme je vous ai dit, l'exercice du pouvoir ou l'organisation du pouvoir est une obligation constitutionnelle. Ngoï Mulunda, c'était un étudiant que personnellement je connais à Kisangani, il faisait la théologie. Bon, en tant que pasteur, on a supposé que c'était nous qui devions dire la vérité. Malheureusement, sur le plan politique, il est assez faible. Bon, on ne sait pas, chaque homme, si c'était des hommes, a ses défauts, ses qualités. Mais maintenant, la solution a été trouvée. L'opposition a remarqué toutes ces machinations qui pouvaient se déclarer. On a refusé, par exemple, le système de fichiers. Le fichier, c'est quoi? Le fichier, c'était un programme informatique qui consistait à laisser les résultats entrer tant bien que mal, mais il y a déjà des résultats préconçus dans le programme. Comme j'ai vu dans d'autres écrits, on disait que Kabila pouvait avoir 32% de voix, Kamere 29, Tshisekedi 22. Bon, alors, maintenant, en tant que président de Séné, s'il n'est pas en mesure de défendre son institution dont il est appelé à diriger, bon, le peuple prend note, le peuple a compris, le peuple peut corriger ça en élisant justement les hommes de son choix. Et j'ai remarqué sur beaucoup de pancartes, tous les candidats, par exemple, présidents d'autres partis politiques d'opposition, ils ont pris le luxe de mettre, par exemple, Djomi Nongala, d'un côté député national de Funa, de l'autre côté il a mis la photo de Tshisekedi, président de la République. C'est le système qu'ils ont adopté. Tu vois, même si Ngoï Mulunda est en train de favoriser le président, est-il toujours que le peuple doit corriger et montrer réellement qu'est-ce que le peuple veut? C'est ça le problème. Donc sa présence là-bas, ça ne va pas tellement influencer. Parce que le peuple refuse d'être pris en otage aussi par lui. C'est ça le jeu. Alors que si le peuple refuse d'être pris en otage par Séni, donc le peuple doit élire des personnes qu'il aime. Des personnes qui veulent que ça c'est ma destinée, ça c'est l'homme qui peut défendre ma destinée. Donc ce n'est pas grave. Parfois, nous sommes à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Avez-vous une mention spéciale pour conclure notre mission? Oui, la mention que j'aimerais formuler ici est la suivante. Moi j'ai grandi dans la région de Chaba. J'ai vu les colons se révolter dans les années 58, 59 et 60 contre le roi Baudouin. Parce que le roi Baudouin avait proclamé que en 58, il faut libérer ce pays. Alors tous les colons n'étaient pas d'accord. Par colon, il faut voir que ce sont des messieurs qui montaient l'économie congolaise ici, qui étaient très riches, qui ne voulaient pas rentrer maintenant en Belgique. Ils comptaient rester indéfiniment au Congo. Mais avec l'indépendance, les colons n'acceptaient pas de voir les gens qu'ils prenaient comme des ignares dans la cité devenir leurs patrons. C'est ça le problème des colons katangais. Tous ces colons se sont révoltés contre les rois, même si la mort de Lumumba, c'est parce que le roi Baudouin a fermé les yeux sur les réactions. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais le problème que nous avons maintenant, c'est que tout le mal du Congo vient de la Belgique. C'est-à-dire tous les malfaiteurs qui veulent faire du mal au Congo, ils passent par la Belgique. Ils vont s'instruire, dire n'importe quoi. Mais il y a toujours cette phalange de colons qui continuent toujours à mal agir en Belgique. Donc la mention que j'aimerais formuler ici, c'est de demander aux Congolais, aux politiciens congolais, d'organiser des relations avec la Belgique. C'est-à-dire tout faire pour que les amitiés belgo-congolaises soient les plus solides dans le monde. Parce que si nous perdons la Belgique, nous perdons le tout. La Belgique, vous savez, le racisme est là, sont des blancs. Et les blancs entre eux, si vous n'avez personne parmi les blancs qui parle pour vous, vous êtes perdu. Quand un blanc parle, on l'écoute facilement. Donc les Congolais ont tout intérêt d'être à côté de la Belgique, de créer des amitiés solides avec la Belgique. J'ai appris dernièrement qu'il y a même des sénateurs congolaises. Il y a une fille congolaise qui est sénateur en Belgique. Ce qui n'est pas mauvais. Il faut encourager ces relations pour que demain le lendemain, s'il y a quelqu'un qui va en Belgique pour nous faire du mal, qu'on le bloque. C'est ça le mot de la fin. Si la Belgique peut nous aider sur le plan international
à favoriser le Congo, c'est-à-dire freiner le mal contre le Congo, je pense que c'est le terme. Ne tenez pas compte de la petitesse de la Belgique. La Belgique, c'est un grand pays, c'est un pays de l'Occident, et on l'écoute beaucoup. Donc nous devons préparer ces relations-là. Les jeunes Congolais doivent être en accord avec les jeunes Belges, les politiciens Congolais en accord avec les politiciens Belges, je pense que ça pourrait bien marcher. Aujourd'hui, le Rwanda fait tout ce qu'il fait là parce que la Belgique est derrière eux. Si la Belgique n'était pas derrière le Rwanda, tout ce qui nous est arrivé au Mali n'arriverait pas. Merci beaucoup, Papa Mbango, d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Et pour ne pas être ingrate, dans le link, on a pu s'embotter à Algérie, à Schéma. Nous avons un encadrement pour Nassima. Des gros bisous à ma mère et à Zanga Akoutoute. Maman Marie Vincent Bakuto. She's the only one I got left in my life. Patrick Mbango, hein? Yemoko, Motema Alicia Keys. Les gros bisous à ma maman chérie, Marie-Vincent Bakoutou. Les gros bisous à mon frère Mathieu Ramazani, Émir Ramazani, Tino Ramazani, Nono Ramazani, Nicolas Ramazani et Lydia Djamboleka. Elle lève nous fort, hein? Et si ma quand même que les assistants, il y a Ramachita. Life is good. À suivre.